Né de l'imaginaire d'Enki Bilal en 1992, puis concrétisé par l'artiste néerlandais Jeppe Rubin en 2003, ce sport qui mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs est aujourd'hui en plein essor car il est tout simplement génial. Bienvenue dans le podcast de Chessboxing. Salut Thomas, je suis hyper contente de te recevoir dans le podcast et ça me paraissait nécessaire de te recevoir très rapidement après Enki Bilal, étant donné que c'est un peu toi qui nous a guidés sur la voie du chessboxing dans tout le pays. Donc Thomas, t'es né à Nîmes, t'as un parcours grandes écoles classique avec un master de management. T'habites aujourd'hui donc à Montpellier et t'as créé avec ta compagne une société qui s'appelle Focus Recrutement en 2021 avec aujourd'hui à peu près 30 salariés. T'es le premier Français à partir au championnat du monde de chessboxing. Et d'ailleurs, quand les gens nous parlent de chessboxing, une fois sur deux, c'est de toi dont on parle. Donc, tu as fait ton premier combat de chessboxing en 2015, plusieurs combats en IFC, tu as été double champion du monde de chessboxing. Et donc, c'est vrai qu'on se connaît depuis 2 ans maintenant. Donc, je pense que je vois à peu près la personne que tu es aujourd'hui. Mais je me demandais, le Thomas jeune, on va dire de l'enfance à l'adolescence, il était comment? Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis très ravi d'être là avec toi aussi. Je dirais que le Thomas, jeune et adolescent, j'étais plutôt un enfant genre timide, assez posé, assez geek. Ben, je jouais beaucoup aux échecs dans les clichés. Et ouais, je faisais pas mal de compétitions d'échecs, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Et j'ai commencé plutôt le sport ben, justement à l'adolescence. Mais avant cela, j'étais plutôt un bon élève. J'avais mes amis, j'avais beaucoup d'amour autour de moi. Je dirais, ouais, enfin une enfance au top quoi. Je changerais rien à mon enfance quoi. J'ai kiffé. Et je crois que tu es passionné du Japon, des mangas, etc. Est-ce que ça vient de cette époque-là déjà ou c'est un truc que tu as développé plus tard? Ouais, totalement. Petit déjà, j'étais ouais, passionné par les mangas et les animés. Et effectivement, ouais, un peu la culture japonaise de façon plus générale. En tant que bon geek, bien évidemment, ça va ensemble. Donc ouais, effectivement, ça m'est resté. Et clairement, objectif building à Tokyo. Et les jeux vidéo aussi. Jeux vidéo, ouais, clairement, je kiffais. Malheureusement, actuellement, j'ai plus trop le temps de jouer. Mais dès que je suis millionnaire, ouais, je me remets à geeker fort. Donc, tu as un parcours grandes écoles, management, business, etc. Est-ce que tu avais une vision de ton avenir jeune ou est-ce que c'est venu pendant ton école? Enfin, c'était quoi, comment tu voyais ta vie quand tu avais allé 17-18 ans? J'avais vraiment pas du tout une vision claire sur vraiment ce que je voulais faire, tu vois. Pendant longtemps, je voulais faire l'armée. Déjà, je voulais faire l'armée, je voulais faire Saint-Cyr. Voilà, j'étais un peu matrixé par ça. Je pense parce que je voulais effectivement, ouais, sauver des gens et le côté aussi sport et dépassement qui m'attirait. Donc, ouais, pendant longtemps, j'ai voulu faire ça. Et le parcours un petit peu classique, ça me tentait pas trop. D'ailleurs, j'ai fait une école, enfin, j'ai fait une prépa ingé. Donc, j'ai fait maths sup, maths spé, et après, je suis parti en école de commerce parce qu'en gros, j'ai un petit rapide ou face. Je savais pas trop école d'ingé ou école de commerce. Donc voilà, c'était. Et même une fois en école de commerce, enfin, je me souviens quand j'ai eu mon diplôme, on avait une espèce de soutenance pour dire, OK, bah, c'est quoi votre projet pro à la fin. Et moi, c'est le truc qui me terrorisait, quoi. Genre, les examens écrits sur, je sais pas, market, management, RH, j'ai tout survolé. Et par contre, ce passage-là, c'était mais terrible. Et je me rappelle justement, parce qu'il y avait deux gars, et ils me disent, OK, bah, qu'est-ce que tu. Voilà, t'as ton diplôme, enfin voilà, t'as des bonnes notes et tout, t'as un bon parcours, OK, on va te passer ton diplôme, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je leur ai dit, je dis, bah, écoutez, pour entrer à Quête, j'ai menti. Parce que le premier examen, le premier oral, j'ai dit oui, voilà, j'ai un projet de chef marketing chez Decathlon, de produits, nanana. Enfin, voilà, j'ai inventé un truc parce que tout le monde m'a dit d'inventer un truc. Et je dis voilà, maintenant là, je vais avoir mon diplôme. Je ne peux pas sortir en sortant des mythos encore. Donc, je vous le dis, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de partir en conseil, en finance ou je sais pas quoi. J'en ai aucune idée. Je veux continuer dans le chessboxing. Je veux faire des combats. Je veux créer une entreprise. Mais voilà, j'en sais pas plus. Donc voilà, pour moi, j'ai toujours voulu être un super-héros. Peut-être je ferais Saint-Cyr aussi. Enfin voilà, je me dis, j'aurais pas un parcours classique dans un grand groupe. Donc voilà, ça c'est la vérité, c'est qui je suis. Et j'espère que vous me donnerez quand même mon diplôme, quoi. Et ils te l'ont donné du coup. Ils- Ouais, ils me l'ont donné, mais ils ont argumenté pendant 1 heure. Moi, Et j'étais dehors comme ça, j'étais en stress. Donc, au bout d'une heure, après avoir argumenté, donc ils me reconvoquaient, ils me disaient, OK, on te passe ton diplôme, mais par contre, en contrepartie, il faut que tu ailles voir ce qu'on appelle les coachs BU, c'est l'espèce de conseiller orientation pro. Ils m'ont dit, OK, tu dois faire plusieurs séances avec eux parce que clairement, ouais, là, sur le marché, tu vas être une catastrophe, quoi. J'ai dit, OK, pas de souci. Et j'y suis allé, j'ai fait 7 séances avec eux, et au bout de 7 séances, ils m'ont dit, ouais, en fait, je crois que tu as besoin d'un psy et il n'y a pas d'un coach BU, quoi. Et donc, c'est quoi tes premières expériences professionnelles après ce diplôme?
J'ai été chassé pour un poste de consultant en recrutement et je t'avoue que ça m'a passionné parce qu'en fait, ça alliait le côté commercial et le côté aussi ressources humaines et recrutement que j'avais déjà vu en stage. Donc en fait, pour moi, c'était effectivement le métier vraiment que je voulais faire. Et j'ai fait ça 3 ans pour un cabinet et j'ai adoré. Je suis vraiment passionné par le métier et je le suis encore. Et en fait, au bout de 3 ans, je suis parti parce que le mode de management et les valeurs, c'était un peu à l'opposé de ce que j'étais. Et en fait, je me suis dit, ok, en fait, je vais créer mon cabinet dans lequel j'aurais kiffé travailler en tant que consultant. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'en ai parlé avec effectivement Mélanie. Elle était aussi dans cette même vision-là. On s'est posé, on voulait tous les deux entreprendre, tous les deux créer un modèle qui nous ressemblait, un modèle d'entreprise libérée. Et en fait, Focus a vu le jour comme ça. Et donc, parle-moi un petit peu justement de Focus. Là, ça fait donc 3 ans que la boîte existe. J'imagine qu'il y a eu des moments, des succès, des moments forts et puis aussi des difficultés. C'est quoi pour toi, peut-être les choses dont tu es le plus fier? Enfin, c'est quoi les plus grands succès de la société? Je dirais que c'est de réussir à avoir constitué effectivement une équipe, tu vois, une équipe de 30 personnes, voilà, on est une trentaine de collaborateurs là, on a une forte culture d'entreprise, une vision, et ouais, ça c'est ce dont je suis plus fier, tu vois, qu'on ait réussi à avoir cette équipe-là qui fonctionne, avoir pris des parts de marché, qu'on commence à se faire connaître, et qu'on prouve qu'on peut être une entreprise libérée et fonctionner malgré tout, quoi. Ça veut dire quoi une entreprise libérée? Une entreprise, on joue à fond sur la confiance, la transparence, donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les chiffres de la boîte, tout le monde peut y accéder. Tu vois, que ce soit au niveau enfin, des salaires, trésor, investissement, enfin voilà, tout est libre. Voilà, n'importe qui peut demander et on lui montre tout. Il y a pas d'horaire. Tu vois, le concept de retard, ça n'existe pas. Les gens, il y a des gens qui arrivent à 14h, 15h, tu vois, ou qui repartent à midi, quoi. C'est juste normal. Ta jour de repos est limité aussi. Enfin, voilà, c'est un peu une entreprise qui change un peu de ce qu'on peut voir dans le monde professionnel classique, surtout en France, quoi. Et donc, du coup, tu arrives à avoir cette façon de travailler et en même temps, est-ce que vous atteignez les objectifs? Je pense que le métier de consultant en recrutement, c'est un métier qui se prête particulièrement aussi à l'entreprise libérée parce qu'en fait, tu as un objectif de chiffre d'affaires à atteindre. Et donc, en fait, c'est très facilement mesurable. Tu vois, donc, que la personne, voilà, elle doit faire tant de chiffres à l'année. Effectivement, si elle les fait en bossant 2 jours par semaine, peu importe, en fait, puisque du moment que les chiffres sont atteints, c'est carré, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est assez, vu que c'est une donnée qui est facilement, voilà, mesurable, je pense que ça s'y prête bien. Et en plus de ça, le métier de consultant en recrutement, c'est assez variable. Il y a des moments où on va rentrer plusieurs jobs d'un coup, donc il faut mettre la dose. D'autres où c'est plus calme. Donc en fait, on peut aussi gérer son emploi du temps et ça n'a pas de sens de dire, OK, tu dois bosser de telle heure à telle heure. Surtout qu'il faut s'adapter à ses clients, à ses candidats. Donc c'est un métier qui, je trouve, qui se prête parfaitement pour le modèle d'entreprise libérée. Et toi, aujourd'hui, tu fais encore un peu de production ou plus du tout? Et malheureusement, quasiment plus. J'essaye de faire au moins 150 000 à l'année et de continuer un peu la prod parce que j'adore ça. Mais clairement, ouais, j'ai malheureusement moins le temps pour en faire. Mais je kiffe aussi voilà, le côté accompagnement, coaching des gars, et gestion de la boîte. Voilà, je n'en avais jamais fait et ça m'a fait level up énormément aussi. Et j'imagine qu'il y a quand même eu quelques moments difficiles, il y en a forcément. C'est quoi le ou les plus gros challenges que vous avez pu rencontrer depuis 3 ans? Et ben, on est en plein dedans. Là, on sue parce que c'est une année qui est ultra compliquée pour les cabinets de recrutement et je pense pour l'économie en France de façon générale. Donc, il y a moins de recrutement. Donc, forcément, les entreprises font moins appel au cabinet. Il y a plus de concurrence parce que les gens pensent que consultant, c'est facile. Donc, tout le monde s'est lancé. Et ce qui fait que, ouais, en ce moment, c'est vraiment la guerre et qu'on est vraiment sûr, quoi. Donc là, c'est le plus gros challenge. On l'a en ce moment même. Il faut Et donc, qu'on rentre du cash et qu'on coule pas, quoi. ok, donc pallier à ça, ça passe par plus d'heures, plus de taf et pas mettre la pression, mais en tout cas motiver tout le monde à donf pour surmonter le truc, quoi. Ouais, exactement. Faut réussir à que toute l'équipe reste soudée, qu'on arrive à avancer et qu'on change nos façons aussi. Qu'on innove. Ce qui marchait hier, peut-être ça marche plus aujourd'hui. Il faut qu'on trouve d'autres façons et toujours s'adapter, se renouveler, quoi. Et ça, c'est toi et Mélanie qui drivez justement ce truc de remise en question ou vous le faites vraiment en équipe, ou les deux? Les deux. Parce que franchement, je trouve qu'on est. Enfin voilà, je suis pas plus intelligent que ceux de mon équipe, quoi. Au contraire. Donc j'apprécie vraiment que ouais, les mecs ils me donnent des idées tous les jours et c'est grâce à eux qu'on avance, quoi. Donc au contraire, généralement les idées vont plus venir d'eux que de Mélanie et moi. De base, on a juste donné la ligne directrice, c'est un petit peu. Ok, on a créé la boîte, mais après, on est vraiment une équipe et c'est grâce à eux qu'on peut avancer, quoi. Enfin, sans eux, on n'avance pas du tout. Donc, euh, donc ouais, au contraire, je préfère avoir que des gens qui sont bien plus intelligents que moi et qui ont de meilleures idées, quoi. Et c'est vrai que d'être entrepreneur, c'est connu que ça implique pas mal de remise en question, de doutes, etc. Je pense à tous les niveaux,
qu'on soit micro-entrepreneur ou patron d'une grosse société, ça implique vraiment beaucoup de remise en question. Comment est-ce que toi, tu gères le doute, peut-être la peur, enfin les émotions négatives, on va dire? Grâce à la boxe. Franchement, c'est comme ça que ça me fait du bien, tu vois. C'est vraiment le meilleur antidépresseur au monde. Donc, des grosses sessions d'entraînement et je me sens mieux, tu vois. Et après, pour moi, je pense que, ouais, la principale qualité pour être entrepreneur, c'est justement cette capacité à rebondir et cette résilience émotionnelle. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. On a un plan, mais voilà, on essaie de le dérouler du mieux qu'on peut, mais il y aura toujours des éléments qu'on n'aura pas pris en compte. En plus, on gère beaucoup d'humains, donc c'est totalement, voilà, imprévisible et c'est ça aussi qui est beau, mais ça reste ultra difficile, à gérer et à manager. Donc ouais, cette capacité à pouvoir encaisser et rapidement passer à autre chose. Pas se laisser à chaque fois abattre et pas ressasser, pas ruminer et pouvoir aller de l'avant le plus vite possible. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, ou un truc qui se travaille plutôt? Je pense que c'est en partie génétique. En fait, quand on est, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux, plus ou moins déterminés. Voilà, je pense que c'est une partie effectivement dans nos gènes, mais que tout se travaille. Et qu'en fait, enfin, je veux dire, moi j'en suis la preuve. Je veux dire, j'avais zéro talent aux échecs, zéro talent en boxe. Et voilà, après, je me suis entraîné mais des centaines, des milliers d'heures et j'ai réussi à avoir mon titre, quoi. Et donc, je pense que vraiment, si voilà, moi j'ai réussi à faire ça, mais tout le monde peut y arriver. Et je prends l'exemple aussi en recrutement, mais en recrutement, j'avais aussi zéro expérience. J'étais pas forcément ultra à l'aise au téléphone. Je n'osais pas prospecter. Je partais vraiment aussi de zéro, quoi. Et finalement, moi, au bout de 3 ans, j'ai fait 500 000 de CA à l'année, quoi. Donc, pareil, enfin, c'est la preuve que vraiment, juste avec bah ouais, beaucoup de travail, beaucoup de détermination, on peut y arriver, quoi. Et moi, je suis persuadé, je crois à fond en toute cette mentalité shonen. Naruto, Luffy, Goku, Gon, tous, mais je suis persuadé de ça, qu'effectivement, que même quand on part de zéro, on peut y arriver, quoi. Si on est vraiment obsédé par quelque chose, je fais partie de cette team, moi, ultra optimiste, que, en fait, on peut y arriver, quoi. Et c'est pour ça que pour Focus, j'ai pas douté. En fait, dès que je dis, OK, je pars de mon cabinet, je dis, OK, mais en fait, je vais monter mon cabinet, je vais y arriver. Et j'ai pas douté en disant, je me suis pas posé 10 000 questions. Je dis, OK, en fait, je sais que je peux être millionnaire et je vais le faire. C'est un de tes objectifs, d'être millionnaire, t'en parles souvent et de façon très assumée. Et une fois que tu seras millionnaire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la boîte? Est-ce que c'est toi? Enfin, ça veut dire quoi? C'est 1 million d'euros sur le compte courant, être millionnaire, pour moi. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et une fois que je le suis, ben, je régale tous mes proches. Et après, ben, Mélanie fait que me dire, ouais, une fois que tu seras millionnaire, ben, tu voudras être multimillionnaire. Une fois que tu seras multimillionnaire, ben, tu voudras être milliardaire. Et elle fait que me dire ça. Et j'espère que c'est pas le cas. J'espère que voilà, après, j'arriverai à ben ouais, partir vivre au Japon, que tous les consultants chez Focus soient à minimum 104 salaires et qu'on puisse faire des séminaires de fou, qu'on ait les meilleurs outils et que mes proches aient la meilleure vie possible, quoi. C'est un bon plan. C'est plutôt mon plan, ouais. Ouais, c'est un très bon plan. Donc, c'est pas évident tous les jours, et notamment en ce moment. Tu me disais que c'est pas forcément une période facile. J'écoutais un entrepreneur américain qui expliquait que tenir un business, c'est difficile, le faire grossir, c'est difficile, réussir, c'est difficile, que tout est en fait assez difficile dans l'entrepreneuriat et que le truc le plus important, et ça paraît évident, mais en fait, c'est quand même important de le redire tout le temps, c'est de pas lâcher. C'est même quand c'est dur, faut juste pas lâcher. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. C'est le fait d'avoir lâché ou non. Donc ça, clairement, je pense que c'est pas un problème que tu as d'après tout ce que tu viens de m'expliquer. Mais du coup, je me posais la question sur un autre truc. Concernant le chessboxing, est-ce que tu as lâché? Non, effectivement, j'ai pas lâché le chessboxing. C'est vrai que j'ai pas combattu depuis 2 ans, depuis effectivement ma première défaite, qui m'a ouais, clairement mis un coup, remise en question de ouf. Et justement, en plus, je parlais avec mon adversaire qui m'avait envoyé un message, parce que là, il y a eu les championnats du monde récemment. Il m'a justement envoyé un message en mode, ouais, t'étais là, mais tu combats plus, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et j'ai dit, ouais, parce que tu m'as envoyé à la retraite. Ça y est, j'ai perdu contre toi, j'ai raccroché les gants. Donc on a rigolé par rapport à ça. Et je lui ai dit aussi, pourquoi tu combats pas? Il me dit, ouais, j'ai plus envie. Donc en fait, c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte que j'avais plus envie de combattre. Et je me suis rendu compte que j'avais zéro plaisir dans mes entraînements, que ce soit les échecs ou la boxe. Genre, chaque entraînement, c'était vraiment une torture, quoi. J'avais zéro motivation, zéro plaisir, mais je le faisais parce que bah, je suis discipliné et qu'il faut le faire. Ouais, en fait, à la fin du tournoi, je me rends compte que, en fait, ouais, j'ai plus envie de ça. Je voulais avoir peut-être un peu une vie normale aussi, tu vois. Pouvoir bah, manger ce que tu veux, sortir, partir en vacances. Parce que forcément, ça fait des années que bah, toute ma vie tournait vraiment que autour du chessboxing, quoi. Et forcément, concilier ça plus une vie professionnelle, ah, ça faisait 10 années où je pense que j'ai un peu explosé, quoi. Et je suis rentré, j'ai fait un espèce de burn-out où je me suis réveillé 4 heures du matin, tachycardie de fou. Parce qu'en fait, j'ai directement réenchaîné et j'ai pas fait de pause, quoi. Je suis revenu, j'ai dit, OK, bah, j'ai perdu, je vais m'entraîner encore plus dur et je vais gagner.
C'est toujours ça, hein, j'ai toujours ça comme mentalité. Et en fait, je me suis couché et boum, genre, je me suis réveillé en pleine nuit, cœur qui battait à fond. En fait, je me suis dit, mais. Enfin, j'ai failli partir aux urgences. Je me suis dit, mais je vais mourir ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et après, j'ai parlé du coup avec mon préparateur mental. Il m'a dit, mec, t'es en plein burn-out, quoi. Donc, il me dit, appelle tes coachs, il dit que tu prends une pause et que, ouais, t'as besoin de souffler, quoi. Donc, j'allais voir mon coach de boxe et mon coach d'échecs et j'ai dit, les gars, il faut que je prenne une pause et tout. Donc, j'ai relâché. J'en ai profité pour partir en vacances. Je suis parti 3 semaines au Japon. Et ouais, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Et là, le plaisir commence à revenir, quoi. Ça commence à revenir. Et je me dis, ouais, en fait, bah, je commence à avoir de nouveau envie de combattre. On va revenir sur tout ça après, bien sûr, mais je vais te parler quand même du début, même si c'est peut-être l'anecdote que tu as le plus racontée. Mais qu'est-ce que tu es allé chercher quand tu as commencé le chessboxing? Quand je l'ai découvert pour la première fois, c'était le titre. Tout simplement, vraiment, c'était, ok, j'ai vu le sport, je dis, ok, je vais être champion du monde. C'était le sport qui allait mes deux passions. Donc forcément, je me suis dit, ok, c'est un sport qui est fait pour moi, quoi. Je boxais, je faisais des échecs. Donc clairement, ça a été, ok, le sport qui a été inventé pour moi et genre, je suis fait pour ça, quoi. Donc je veux performer là-dedans et je veux absolument combattre dans cette discipline. Et c'était encore très peu connu, c'était en 2000. C'était en quelle année que tu l'as découvert? J'avais 18 ans, donc c'était en 2011. Donc il faut savoir que voilà, je l'ai découvert en 2011 et que déjà là, tout le monde ne connaît pas forcément l'existence du chessboxing en France. À cette époque-là, enfin il y a 13 ans, il y avait vraiment personne qui connaissait quoi. Et tu l'as découvert sur Internet? C'est mon père, c'est mon père qui m'a envoyé un article. Mais donc dans les médias quand même, il y avait quand même des articles. Et exactement, c'est un article anglais, mais ouais, il m'a envoyé cet article-là en disant ouais voilà, j'ai trouvé ton sport lol. Effectivement, j'ai lu, je dis waouh mais c'est fou. J'ai trouvé ma passion, ma nouvelle passion. Tu avais fait des sports de combat avant, t'étais pas très sportif, tu m'as dit quand tu étais adolescent. Ça a été quoi le cheminement jusqu'à te dire, ok, moi je veux devenir champion du monde de chessboxing? Alors en fait, j'ai commencé ouais, le sport, je crois que j'avais 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé par le hand, j'ai fait un peu de hand, et après le club s'est dissous parce qu'on était un petit village, donc il fallait que je trouve un nouveau sport, parce que j'étais quand même accro au sport. Et j'ai regardé Rocky, et je me suis dit, ouais, Rocky, j'ai kiffé quoi. J'ai pris une claque, et je me suis dit, en fait, ouais, la boxe anglaise, c'est mon sport. C'est comme ça que j'ai commencé les sports de combat. Sauf que j'habitais dans un petit village, il n'y avait pas de club de boxe anglaise, donc j'ai fait du pied-point, du kickboxing. Donc j'ai commencé par le kickboxing quand j'avais 15 ans, et effectivement, quand je découvre le chessboxing, ça fait 3 ans que je fais du pied-point. Et que j'ai déjà eu des combats, enfin voilà, je kiffe ça quoi. Comme ça que je suis arrivé dans les sports de combat, même si de base, je n'étais pas hyper sportif. Enfin, je faisais des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs de multisport là. Mon père, il m'amenait souvent, je faisais des trucs de multisport, je faisais un peu tout, tu vois. Ouais, foot, rugby, judo, escrime, escalade, basket, j'ai tout fait. J'ai plein de trucs comme ça. Et je kiffais, tu vois, c'était quand même bien. Mais c'était pas, voilà, moi, c'était quand même les échecs que je faisais à fond, quoi. Donc tu joues depuis que tu es tout petit. Je veux bien que tu me racontes c'est quoi les échecs dans ta vie? J'ai que les échecs dans ma vie, j'en ai marre. Non, j'ai commencé effectivement, ouais, quand j'avais 4 ans, c'est mon père qui m'a appris. Je pense qu'il m'apprend un petit peu par hasard, quoi, parce que lui, il savait jouer aussi, il aimait ça. Donc, je pense qu'il m'apprend, et en fait, de suite, je kiffe, quoi. Genre, j'ai adoré, et en fait, je voulais le battre, forcément, mais au début, il me battait tout le temps, quoi. Donc, je me suis dit, ok, en fait, je veux progresser, donc vas-y, mets-moi dans un club, comme ça, je prends des cours, et je deviens meilleur, et après, je pourrais te battre. Et en fait, bah, j'étais dans un club, et très rapidement, je l'ai battu, quoi. Quand j'avais 6 ans, un truc comme ça, première fois que je l'ai battu. Et après, forcément, bah, t'as envie de battre bah, le meilleur du club, après la meilleure de ton département, la meilleure de la région. Et après, en fait, tu continues comme ça, quoi. Et donc, je trouvais le jeu, enfin, ouais, même là encore, je suis passionné par ça, quoi. Pour moi, c'est plus que. En fait, c'est comme un combat de boxe, tu vois. Quand je regarde un beau combat de boxe, mais pour moi, c'est de l'art, tu vois. Enfin, je suis vraiment passionné par ça et enfin, les gens, ils comprennent pas forcément des fois pourquoi tu restes 40 minutes à regarder un truc à la télé sans parler avec les yeux comme ça, en mode ouais, mais c'est magnifique, quoi. Genre, il y a tellement de choses. Et les parties d'échecs, c'est pareil, quoi. Les parties d'échecs de grands maîtres, ou, enfin, pour moi, c'est exceptionnel, quoi. Et t'as jamais voulu justement aller dans ce truc-là, devenir grand maître ou en faire carrière? Et en fait, si, j'étais dans un groupe un peu d'espoir. Quand j'étais du coup ado, on était un peu, ils prenaient peut-être une ou deux personnes par catégorie, les meilleurs espoirs en gros. Et donc j'étais dans ce groupe-là de haut niveau. Et sauf qu'en fait, déjà, je voulais déjà être millionnaire à cette époque. Et j'avais capté que être joueur d'échecs pro, ça allait pas me rendre millionnaire, quoi. Donc j'ai un peu lâché, quoi. J'ai continué par loisir, mais plus avec l'investissement que ça nécessitait, quoi. Pour passer maître et grand maître. Et aujourd'hui, tu joues encore beaucoup. Ouais, aujourd'hui, je continue, j'ai repris les cours particuliers du coup grâce au chessboxing. Parce qu'effectivement, pendant des années, j'ai joué, mais juste par loisir et sans forcément augmenter mon niveau. Et là, ouais, grâce au chessboxing, ben, j'ai repris des cours et je vais effectivement, j'espère passer maître et voir grand maître un jour. Et tu fais des cours toutes les semaines? Enfin, c'est quoi l'entraînement? C'est quoi la routine d'entraînement aux échecs? Là, actuellement, j'ai seulement 2 cours particuliers par semaine avec mon coach.
Et quand je suis en période de combat, c'est 5 ou 6 quoi. Mais donc, ok, donc tu découvres l'existence du sport donc, via cet article, mais comme tu dis, ça, c'est encore tout nouveau et il y en a quasiment nulle part. Donc, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu peux pas pratiquer en France, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de 2011 quand tu découvres que ça existe? Je me mets à taper chessboxing sur Google et j'essaie de trouver toutes les personnes qui sont en lien avec ce sport, quoi. Peu importe qu'ils soient en Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, Nouvelle-Zélande, dès que je vois un mec en lien avec le chessboxing, je lui envoie un message, quoi. J'ai trouvé son mail, son téléphone, j'ai lui écrire, je fais un espèce de CV sportif en disant voilà ce que j'ai fait pour le moment, bah, 3 ans de pied-point, tant d'élo, voilà, laissez-moi combattre, quoi. Et j'essaie de faire ça et j'envoie ces documents-là à tout ce que je peux trouver et j'ai zéro réponse. Donc, bah, en fait, je me dis, bon, bah, ma vie continue, quoi. Je continue à m'entraîner, je continue à faire ma vie, mais le chessboxing reste toujours dans ma tête, quoi. Et ça, c'est jusqu'à 2015, où il y a ton premier combat, je crois. Et exactement. Et c'est en 2015 où j'ai effectivement ma première touche en chessboxing grâce à Olivier Delabarre, qui effectivement a été dans le chessboxing en France. Et en fait, à un moment, il m'écrit, il me dit, ouais, c'est bon, bah, j'ai plus ou moins un espèce de mini-combat à te proposer, toi contre moi, pour une web-série Canal+. Et en fait, c'est parti comme ça, ma première expérience de chessboxing, quoi. Donc, c'était en décembre 2015. Vu qu'on est les deux un peu dans le chessboxing en France, voilà, on se combat. Et donc, je dis, ok, vas-y, bah, moi, j'étais trop chaud, quoi. Donc, je rentre chez mes parents, je retrouve mon premier coach, parce que j'étais à Marseille à l'époque. Je m'entraînais à Marseille. Donc, je rentre à Saint-Géniès, je retrouve mon Khalid Ben Mansour, mon premier coach de pied-point. Et je lui dis, mec, j'ai un combat de chessboxing, ça y est, je veux que tu fasses, je veux que je devienne un monstre en anglaise, entraîne-moi, quoi. Et du coup, on se prépare à fond, on fait des prépas de ouf et tout. Et en fait, j'arrive contre Olivier, et en fait, c'était pas vraiment un combat, quoi. Tu sais, c'était un peu, genre, c'était un peu bah, une mise en scène pour le canal, quoi. Pendant 30 secondes, tu faisais un vrai combat, et le reste du temps, tu t'étais à la touche, tu te baladais, enfin, c'est pas trop ça, quoi. Mais on s'est quand même mis des bonnes patates avec Olivier, c'était cool. Et je gagne sur l'échiquier. C'est une trop bonne anecdote, j'adore. Donc, tu fais ce premier combat contre Olivier à Paris en 2015. Et qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le jour où tu deviens champion du monde en 2017? Et là, je vais te raconter une histoire ultra concrète pour prouver que l'attractivité positive des choses, le destin et tout, ça existe. Je dois faire un stage à l'étranger. Enfin, j'ai l'opportunité de faire un stage à l'étranger pour avoir mon diplôme quand je suis à Cage à ce moment-là, parce que je suis en année de césure. Enfin, oui, en fait, je dois, sinon je suis pas diplômé. Donc, je cherche un stage à l'étranger dans tous les pays du monde. Je trouve un stage ressources humaines Saint-Gobain à Stockholm. Bête de stage, tu vois. Franchement, sur le papier, ça coche tous les cases pour moi. Je suis trop content. Et en fait, au moment de signer l'offre, je la signe pas parce que je sens que c'est pas là où je dois être. Mais alors, vraiment, c'est trop compliqué à expliquer, tu vois. J'ai l'intuition et le feeling. Je me dis, ouais, je signe pas parce que bah, je sens que c'est pas l'endroit où je dois être. Donc, bien évidemment, le Saint-Gobain, ils comprennent pas. Les parents, ils comprennent pas. Les potes, ils comprennent pas. Forcément, c'est des scènes que tu cherches à, t'as un truc de fou et tu dis non. Forcément, je passe un peu pour un ovni. Mais je lui dis, ouais, les gars, désolé, mais j'ai ma voix qui me dit, ok, va pas là. Donc, je dis non. Je continue à chercher et je trouve un stage à Berlin. Et ben là, je me dis, ok, vas-y, let's go, j'y vais. J'arrive à Berlin. Pendant une semaine, je dors sur une chaise chez un mec que j'ai rencontré dans le métro, le temps de trouver un appart. C'est un détail, mais voilà. Vite galère, toujours, on est là. Je trouve mon appart, je fais mon premier jour de taf et je cherche un club de boxe à Berlin. Et en fait, je vois qu'il y a un club de chessboxing. Et je me dis, putain, mais trop bien, quoi. Genre, du coup, je vais y aller. Donc, je termine mon premier jour de stage. J'ai mes affaires de sport. Je trace direct au club de chessboxing. Et je rentre, je dis, bah voilà, c'est pour un cours d'essai. J'aimerais bien, voilà, faire du chessboxing, tout ça. Il me dit, ok. Je joue aux échecs contre un gars. Je le gagne. Il me dit, viens sur le ring. On va sur le ring, on fait un sparring, on s'envoie enfin, un sparring dur. On s'envoie des grosses patates. Et il me dit, bah, pourquoi t'es là? Et je lui dis, bah, parce que je vais être champion du monde de chessboxing. Et il me dit, mais tu sais qui je suis et tout? Je lui dis, bah, pas du tout. Et dans ma tête, je suis là, mais toi non plus, tu sais pas qui je suis? Et il me dit, bah, c'est moi, Yépé. C'est moi, Yépé, je suis président de la Fédération internationale de chessboxing. Et quand il me dit ça, je me dis, mais ouais, sa tête, elle me disait un truc. Effectivement, forcément, ça fait tous les ans, depuis des années, que j'allais sur le site de la Fédé et que je lui envoyais un mail et il me répondait jamais. Je dis, mais oui, bah, maintenant que tu le dis, ta tête, elle me dit quelque chose parce que bah, ça fait tous les 6 mois, depuis des années, que je t'envoie mon CV sportif actualisé en disant, laisse-moi combattre. Il m'a dit, ouais, t'as dû tomber dans mes spams. Je me rappelle encore, t'as dû tomber dans mes spams. Je dis, ok, bah, maintenant, je suis plus dans tes spams, je suis en face de toi, donc vas-y, laisse-moi combattre. Il me dit, dans 3 mois, on fait un IFC, Berlin contre Moscou. 4 combattants de Moscou contre 4 combattants de Berlin. Est-ce que tu veux combattre sous les couleurs de Berlin? J'ai dit, allez, feu, inscris-moi et let's go. En fait, c'est comme ça que du coup, que j'ai rencontré Yepé. Et c'est lui qui m'a vraiment mentoré et qui m'a fait mes premiers combats, mes premiers IFC, c'était avec lui. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait le championnat du monde ensuite. Et qui m'a dit, vas-y, mec, inscris-toi. J'avais déjà quelques victoires. Il m'a dit, vas-y, viens en Inde et va les gagner, quoi. Donc en fait, c'est comme ça que bah, ça m'a lancé. Et après, j'ai fait un combat. Enfin, je continue les combats, 2 combats, 3 combats. Je fais championnat du monde.
j'ai gagné, j'ai continué, et c'est comme ça que ma carrière a été un petit peu lancée. Et donc, tu as participé au premier EFC qui a été organisé, c'est ça? Alors, je sais pas si c'était le premier, mais je pense que c'était ouais, un des premiers. Et Un c'était des en quelle premiers année, IFC. ça? C'était avril 2016, donc je pense que c'était vraiment, ouais, peut-être pas le premier, mais genre, ouais, un des tout premiers qui avait été créé, quoi. C'est vrai que Yepé, il est très connu dans le monde du chessboxing. C'est un peu le père fondateur avec Enki Bilal, évidemment, mais c'est lui qui a vraiment concrétisé le sport. Comment c'était avec lui? Comment c'était la vibe à Berlin? Enfin, comment ça se passait? Est-ce que tu vas en parler un petit peu? Ouais, enfin, moi, j'ai adoré cette partie-là. Alors, c'est clair que quand on me dit, ouais, Berlin, t'as kiffé et tout, je dis, bah, les gars, je faisais mon taf et le club de chessboxing, j'ai rien vu d'autre, quoi. Pas trop le temps de visiter la ville. Mais ouais, moi j'ai kiffé quoi. Enfin, Yepé, je l'adorais. Genre, bah, forcément, avec le club, on parlait, enfin, tous les deux passionnés de chessboxing, donc il me montrait bah, les archives, les règles qu'il avait écrites. On avait visité son bureau aussi qu'il avait dans sa vie de tous les jours. Donc ouais, c'était vraiment cool quoi. Puis pour la première fois, j'étais dans un endroit où il y avait que des mecs passionnés par le chessboxing aussi quoi. Tu vois, genre, c'était pas, t'es pas seul dans ton coin où genre personne connaît et tout le monde te prend pour un fou quand on parle. Tu dis ouais, et quand tu joues aux échecs, est-ce que tu gardes les gants? Tu vois, là, t'es dans un endroit où, ok, t'as que des mecs qui font ça, des mecs qui vont combattre dans le chessboxing, qui sont passionnés. Donc ouais, j'ai kiffé quoi. C'était vraiment une bonne expérience. Et forcément, tu te dis, ouais, c'est pas le hasard, tu vois. Enfin, comment tu peux expliquer que je me retrouve face à face avec le mec qui a créé le sport alors que je peux faire un stage dans le monde entier, tu vois. Donc forcément, j'étais destiné à ça et j'en suis convaincu, tu vois. Et donc, tu pars au championnat du monde en 2017 tout seul en Inde. Ouais, effectivement, je fais une petite cagnotte pour partir parce que du coup j'avais fait deux IFC, le combat contre Olivier plus un combat en Angleterre. Donc j'avais quatre combats à ce moment-là, effectivement quatre victoires. Donc je me dis vas-y, ben, premier championnat du monde de chessboxing, j'y vais quoi. Je fais une petite cagnotte parce que j'ai pas un euro à cette époque-là. Forcément un billet en Inde aller-retour ça coûte cher. Donc je fais ma cagnotte et je prends mon sac à dos et j'y vais quoi. Et j'arrive à Calcutta où en fait t'as l'impression d'être sur Mars, pas du tout être sur Terre. Et je rencontre Montou, je rencontre Montou pour la première fois, donc qui est le président de la fédération indienne. Et ouais, et je fais ce premier championnat du monde de chessboxing, où j'ai pas mal de chance, parce que tirage au sort favorable, j'ai que deux combats, je rate les quarts de finale, donc j'étais super content. Comment dire, ma première fois en Inde, donc bien évidemment, je tombe malade comme un chien. Je suis en PLS parce que excès de confiance, je commence à manger de la viande, même si je faisais hyper gaffe à l'eau et tout, je mange de la viande, parce qu'en fait, je suis en moins de 65 kilos, donc j'ai trop la dalle. Et en fait, j'ai eu une intoxication de l'espace. Mais vraiment, genre, la nuit, c'était. Genre, enfin, j'ai des hallucinations. Je me réveille, je rampe. Je peux même pas me lever tellement que j'ai mal au ventre. Je rampe dans la salle de bain, je vomis partout. Mais genre, je suis dans un état. Et je crois que j'allais mourir. J'ai jamais été dans un état comme ça. Et le matin, ben, c'est Yepi qui toque à ma porte parce que pareil, je peux pas me lever. Donc, il toque à ma porte. Et il me porte jusqu'au gymnase pour aller combattre. Et il dit au gars, je dis au gars, je suis vraiment désolé, j'ai vomi partout. Enfin, j'avais rien nettoyé. J'avais dormi dans la salle de bain, j'étais tellement tordu de douleur que je ne pouvais pas me lever, quoi. Donc j'étais en PLS dans la salle de bain. Donc il vient, je dis ouais, au gars de l'hôtel, désolé. Et il me dit ok, pas de souci, on va nettoyer tout ça. Et puis il me porte, il prend mes affaires, il me porte jusqu'au gymnase. Donc j'arrive, mais dans un état catastrophique. Et je suis à deux doigts d'abandonner. Enfin, je me suis même pas échauffé pour le combat. Je pouvais même pas courir, je pouvais rien faire. Et je dis bon, bah vas-y, tant pis, une fois maintenant que t'es là. En plus, vu que j'avais un combat gagné par forfait, genre j'avais même pas combattu. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas fait le trajet en Inde pour pas combattre, quoi. Je me dis, vas-y, ok, c'est bon, j'y vais. Donc je monte sur le je me dis, vas-y, avec un peu de chance, je vais gagner au premier round d'échecs. Donc je joue tout tempo contre un Indien, je joue à fond et tout, Yana, et je suis complètement gagnant. Et genre, ça sonne, tu vois. Mais genre, je sais pas, je dois avoir 3 pièces de plus, son roi, il est en plein centre, enfin, je suis en train de le défoncer. Mais bon, j'arrive pas à gagner en 3 minutes. Donc on fait un round de boxe. Et je me dis, oh misère. Donc vraiment, pas échauffé, rien du tout. Je mets mon protège-dents, mes gants, je suis là, vas-y, qu'est-ce que je fais? Ça commence, et en fait, le mec se jette sur moi, parce qu'il sait qu'il est foutu, qu'il n'y aura pas de deuxième round d'échec. Donc on se check des gants, on va dans le coin, ça commence, le mec il se jette, et en fait, je lui mets un contre, genre enfin, un blocage contre du bras arrière, et il le prend en plein menton, et il tombe hôpital civière, enfin, il part à l'hôpital, il se relève pas. Mais parce qu'en fait, on avait des gants, en fait, on boxait avec nos propres gants, et en plus de ça, on boxait en bandage dur. C'était les premiers championnats du monde, donc en fait, les bandages durs, c'est des bandages de pro, quoi. Donc vraiment, enfin, dans les mains, enfin, j'ai l'impression que j'avais des cairons, quoi. Donc effectivement, je lui ai juste mis un coup, et le combat a duré ben, ouais, 5 ou 6 secondes, quoi. Donc le mec part chez lui à l'hôpital et tout, donc trop content. Je me dis, putain, ben nickel.
je suis malade, donc parfait. Ça me laisse une journée pour récupérer. Et là, en plus, avec l'adrénaline, je pense que ça commençait un peu à aller mieux, tu vois, parce que il devait être midi, un truc comme ça. Donc j'avais pu un peu commencer à aller mieux, j'avais bu un petit peu d'eau, je commençais à remanger tout doucement, donc je me suis dit, ok, bah nickel. Demain, c'est la finale. Ben, j'ai encore une journée pour récupérer, quoi. Et je repars à l'hôtel, et là, Yepé qui me dit, ouais, en fait, demain, il y a un match de cricket, et du coup, genre, tous les événements sportifs de la ville sont annulés. Et donc, en fait, la finale, c'est pas le demain, c'est tout à l'heure. Et je me dis, ah, c'est pas vrai. Donc j'essaie de faire une micro-sieste. Et après, je repars pour la finale. Et je combats un Russe, Amin, qui avait une centaine de combats en pied-point. Combattant pro là-bas, donc vraiment combattant ultra expérimenté. Et bon joueur d'échecs. À peu près 1400, 1500. Donc je me suis dit, ouais, ça va durer, voilà, ça va durer un moment. Donc j'étais en PLS. Je me suis dit, ouais, ça y est, je suis foutu. Parce que forcément, j'avais toujours pas mangé, pas bu. Je me suis dit, vas-y, enfin, je vais me faire défoncer, quoi. Genre, ça me fait chier de l'affronter dans ces conditions, quoi. Et sauf que vu que tout le monde avait participé pour ma cagnotte, enfin, tous mes proches, ma famille, mes amis, ils avaient tous mis un petit peu de thunes. Et même Enki Bilal, c'est comme ça que je lui ai parlé pour la première fois. Enki m'a appelé, parce qu'en fait, Sinépé lui avait parlé de moi. Donc Enki a participé à ma cagnotte pour que je parte en Inde. Ça, c'est quand même assez fou. Mais il m'a appelé, il m'a dit, ouais, écoute, voilà, t'es le premier chessboxer français. Je pensais pas que ça allait qu'un jour, ce que j'ai écrit allait donner lieu à un championnat du monde et qu'il y aurait un Français qui participerait, quoi. Et je lui dis, bah ouais, bah, c'est un honneur pour moi de te parler. Et ouais, je vais tout faire pour amener l'or, quoi. Donc en fait, on a échangé comme ça pour la première fois. Et il a participé à la cagnotte. Il m'a passé des thunes pour que je puisse partir en Inde. Donc je me suis dit, vas-y, enfin, je peux pas rentrer et dire à tout le monde, tous ces gens, bah ouais, j'avais une intox et j'ai pas fait la finale alors que j'y étais, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, ok, c'est pas grave, je vais serrer les dents, je vais y aller. Et c'est grâce à Yepé aussi. Parce que Yepé, il m'a parlé et pareil, il m'a dit qu'il avait fait beaucoup d'alpinisme et qu'à un moment, pareil, il était vertige, qu'il n'avait pas dormi, mais qu'il a quand même escaladé. Enfin voilà, il m'a aussi motivé par rapport à ce niveau-là. Et ouais, et du coup, bah, je fais la finale. Premier round d'échec, effectivement, je suis bien. Recomposé, mais parti voilà, ultra agressif, on attaque tous les deux. Mais voilà, j'ai pas d'avantage, quoi. Donc, je me suis dit, ok, bah, ça va durer, tant pis. On passe au round de boxe. Forcément, au round de boxe, je prends tempête. Parce que le mec, il a vu que j'étais malade. Il savait que j'étais malade, donc il me tape dans le ventre à chaque fois. Donc voilà, je suis un peu en sueur. Mais je suis pas compté. Je termine le round et tout. Bon, par contre, je suis bien marqué. Et lui aussi, parce que forcément, faut savoir, voilà, quand t'as les bandages turcs, t'envoies des coups. Mais enfin, faut demander au pro, mais voilà, t'envoies un coup, t'es un cocard, quoi. Limite. Donc forcément, on est quand même assez marqué. On passe au deuxième round d'échecs. Et là, je vais en parler toute ma vie. En fait, j'ai une batterie. Donc ça veut dire que j'ai mon fou et madame qui sont sur la même diagonale. Donc c'est assez dangereux quand tu as ce genre de cas. Et en fait, il menace le pion G2, donc qui est juste devant son roi. Et il y a juste le cavalier qui est devant. Et donc en fait, on joue nanana. Et vu que lui, il n'avait pas trop l'habitude du chessboxing, c'est son premier tournoi de chessboxing. Donc en fait, son niveau d'échec, il a vraiment diminué comparé au mien. Et genre, je vois qu'il touche son cavalier. Et en fait, s'il bouge son cavalier, ben, je sais qu'il va le bouger. Et du coup, j'ai dame prend pion et je le mate, quoi. Et donc, je le revois, sa main qui se rapproche du cavalier. Je me dis non, il va la toucher. Enfin, il va toucher la pièce. Et là, il touche la pièce. Et dans ma tête, je me dis, ça y est, je suis champion du monde, parce qu'il va. Enfin, il est obligé de la bouger, quoi. Du coup, il la prend, il bouge son cavalier, et là, mais. Je sais pas, je prends genre quelques secondes, je me dis. Enfin, je suis pas en train de rêver, ça y est, là, j'ai ma tendance, j'ai ma tendance d'un coup, je suis pas en train d'halluciner. Même si j'ai pris des coups, je suis quand même lucide. Et là, bon, je prends ma madame, clac, je mate, et ça y est, quoi. L'arbitre arrête le combat, nanana. Il y avait également Will, qui était aussi un Français qui m'avait fait des bandages durs, heureusement qu'il était là. Et pareil, qui monte sur le ring, et puis qui monte sur le ring, et genre tout le monde, enfin ouais, tout le monde me saute dans les bras, et je me dis, oh, putain, ça y est, je suis champion, quoi. Après, trop content, je lève la main, je pars vomir. Je pars vomir à nouveau et je vais dormir parce que j'étais toujours en PLS. Ça devait être assez fou cette première expérience. Et donc en 2019, tu retournes au championnat du monde, mais cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Quand je rentre en 2007, effectivement, après les premiers championnats du monde, bah déjà mes proches ils commencent un petit peu à réaliser que c'est réel, tu vois, que c'est un vrai sport et que, en fait, voilà, c'est concret, quoi. C'est concret, qu'il y avait des mecs du monde entier pour faire ça, que les combats étaient durs, enfin, tu vois, genre, ça donne un petit peu de matière au sport. Et notamment avec mon cousin, Guillaume Salançon, que je vais voir avec ma médaille tout content, et je lui explique un petit peu mon parcours et ce que j'ai fait. Et en fait, il hallucine. Il dit, mais putain, c'est un truc, ouais, c'est un truc de fou, quoi, ce sport et ce que t'as fait. Et je lui dis, ben merci, c'est gentil. Et en fait, j'avais un combat à Berlin, à nouveau, un IFC, contre Timur quelques mois après. Et mon cousin me dit, bah écoute, je vais t'accompagner. Parce qu'il me dit, c'est scandaleux que tu sois parti tout seul en Inde pour faire un championnat du monde. Il me dit, oh, je suis ton cousin, je vais t'accompagner, quoi. Je vais venir te soutenir. Donc il décide de m'accompagner à Berlin pour ce combat-là avec quelques gars aussi.
Et en fait, il prend une claque quand il voit l'IFC, quand il voit le combat. Il dit, mais en fait, ouais, ce sport, c'est le futur, quoi. Et donc, il me dit, vas-y, ben, à nous deux, on va créer une fédération. On va commencer à faire le tour de France, à créer des clubs, à fédérer des chessboxers, parce qu'il me dit, ce sport, c'est. Il me dit, je comprends ta passion et je vais t'aider, on va le faire ensemble, quoi. Et donc, c'est là, en fait, on a commencé un petit peu notre tour de France, quoi. On est allé à Nantes, on est allé à Dieppe, on est allé à Paris, on est allé à Montbéliard. Et c'est là on a rencontré quelques pionniers qui sont encore là aujourd'hui, comme Kamel, Polo, enfin voilà, ce genre de gars. Et bah, ça nous a permis ouais, de créer une espèce de communauté de l'anneau. Et en 2019, quand on arrive au championnat du monde, en fait, on est dans une autre dimension, tu vois. On arrive avec des survêtes, on est une vingtaine. Même les mecs qui m'ont vu il y a 2 ans, ils hallucinent, quoi. Parce que j'étais le seul français, enfin voilà, pas beaucoup de. Enfin, avec Will, mais très peu de français. Et là, on arrive, on est une grosse équipe. Et en plus, on termine première nation, quoi. Donc c'était. Enfin ouais, c'était complètement fou, quoi. C'était aussi. Enfin, c'était complètement différent parce que je les avais déjà fait. Tu vois, c'était pas la première médaille que j'ai eue. Mais là, le fait de le faire en équipe et de pouvoir vraiment partager avec tous les Français, qui d'autres victoires aussi, c'était incroyable. J'en garde vraiment aussi un très bon souvenir. Non, donc c'est vrai que ces championnats du monde 2019 ont été assez marquants et sont assez connus parce qu'ils ont été retracés dans Mental Combat, qui est le documentaire qui a été fait avec Canal+, donc sur le chessboxing et sur la naissance justement de cette fédération. Mais donc 2020-2021, il y a le Covid, donc il se passe rien. Et 2022, il y a à nouveau des championnats du monde qui se tiennent en Turquie et tu y vas encore une fois avec l'équipe de France. Ouais, totalement. 2022, on repart à nouveau avec un peu moins de personnes que les fois précédentes. Mais oui, on repart avec quand même une bonne équipe. Et c'était à nouveau à Antalya parce que oui, avec le Covid, il y avait un petit peu de difficulté à organiser. C'était un peu au pied levé. Et vu qu'ils avaient déjà fait, en fait, on s'est dit, vas-y, ok, on les refait là-bas. Et c'était quand même super cool. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'étais déjà en mode lessivé total, quoi. Oui, donc c'est ce que tu disais en tout début d'entretien, que c'est l'année où finalement tu trouves plus tellement de plaisir. Ouais, exactement. Comment ça se fait, tu penses que tu passes depuis des années, c'est ma passion, c'est vraiment, ça drive ma vie, à en 2022 dire, mais en fait, c'est plus ça, j'en peux plus, et d'ailleurs, donc tu as perdu ton premier combat. Enfin, Je pense que c'est. Ma jauge, elle était au max, tu vois, de sacrifice. En fait, quand ça fait vraiment trop longtemps que tu fais que t'entraîner, que travailler, tu fais énormément de sacrifices, que ce soit au niveau de ta vie sociale, la nourriture, le sommeil, enfin peut-être tout tourne autour de ça. Je pense qu'au bout d'un moment, tu ris un peu. Et surtout, j'avais plus suffisamment ce why qui était fort, tu vois. En moi, je savais plus pourquoi je le faisais autant, tu vois. Parce qu'au début, c'était OK, je voulais être champion du monde de chessboxing, je pensais qu'à ça. Puis vraiment, c'est OK, j'étais obsédé par ça. Même les combats en IFC, il y avait la tête du gars, tu sais, j'imprimais la tête, j'ai mis la tête du gars sur mon plafond. Comme ça, tout le soir, je me couchais, je le voyais. Tous les matins, je me levais, je le voyais, tu vois. Genre, j'étais dans ce niveau-là de. Et même quand je prenais l'avion, je me souviens contre Timur ou quoi, j'imprimais sa photo aussi et je l'avais dans l'avion. Et dans l'avion, je méditais, je regardais ça. Enfin, tu sais, j'étais un peu un psychopathe par rapport à ça, quoi. Mais je pense que, ouais, au bout d'un moment, c'est. En fait, que je gagne ou pas les championnats, ça changeait rien à ma vie, tu vois. Et je l'ai vu, d'ailleurs, effectivement, parce que j'étais. Au début, tu sais, j'étais un peu genre. Ben, personne ne me connaissait en chessboxing. Donc, j'ai fait mes premières victoires, tout ça. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir un nom et être l'homme à battre. Tu vois, et donc j'avais plus cette position-là de underdog, plus la position de champion. Et je pense que j'avais trop cette pression aussi de genre, ouais, le record parfait, nanana, il faut pas perdre et tout. Tu vois, on l'a beaucoup en boxe, ça, tu vois. Et au final, j'ai perdu contre Ishu. Et là, quand on parle aussi, je lui dis, mais mec, tu m'as grave libéré, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai perdu, je me suis rendu compte que bah, ça changeait strictement rien à ma vie, quoi. Donc c'est pour ça aussi, je me dis, ok, les prochains, je serai beaucoup plus aussi en détente, en mode, ok, bah, si je perds, ok, bah, évidemment, j'y vais pour gagner, tu vois. Mais si je perds, c'est que je vais pas mourir, quoi, tu vois. Donc ça m'a fait aussi un peu relativiser par rapport à ça. Et ouais, et finalement aussi me rendre compte que bah, qu'est-ce qui était important pour moi, tu vois, à ce moment-là. Et peut-être que c'était pas forcément le chat possible, peut-être que c'était plus bah, ouais, le développement de la boîte, voyager, tu vois, peut-être que c'était aussi autre chose. Et là, j'en commence voilà, à avoir du plaisir, que ce soit dans mes entraînements d'échecs ou dans l'entraînement de boxe, je commence à kiffer à nouveau. Et là, ces championnats, je me suis dit, bon, ben, en Arménie, je me suis dit, bon, ben, peut-être que en place, elle était plus sur le ring qu'en tant que coach, tu vois. Mais sans pression, toujours. et donc, du coup, tu dirais que depuis cette défaite en 2022 et depuis que tu t'es sorti un peu cet objectif forcément de gagner tes combats de chessboxing alors que tu continues de t'entraîner tous les jours, est-ce que maintenant c'est plutôt un plaisir ou tu as quand même la pression d'être le chessboxer français le plus connu et le mec qui drive en fait bah, le sport dans le pays, quoi? Et j'ai toujours quand même cette pression-là, parce que clairement, genre, ouais, on sait que, enfin voilà, on sait que je suis fort, on sait que je m'entraîne, mais on comprend pas pourquoi je comprends pas du coup. Tu vois, effectivement, j'ai toujours un peu cette pression-là, et forcément, tout le monde m'attend au tournant. Tu vois, je sais que tout le monde attend le retour parce que, genre, indirectement, le fait de me dire, ok, bah, je prends une petite pause et je reprendrai quand j'en aurai envie. En fait, j'ai l'impression que maintenant, bah, plus j'attends, plus la pression elle est forte. Tout le monde m'attend au tournant en mode, ok, vas-y, bah, ton prochain combat.
on vote là, tu vois. Donc, un peu paradoxal, mais j'ai vraiment appris à faire les choses, comment dire, à faire les choses parce que j'ai envie de les faire et pas pour les autres, tu vois. Genre, je pense que j'étais un peu en mode, comme je t'ai dit, 2022, je le fais bah, parce qu'il faut le faire, tu vois. Genre, je suis le champion, je suis le porte-étendard. Genre, ok, c'est juste logique que je continue, même si j'avais pas envie de les faire, tu vois. Et maintenant, je m'en fous, tu vois. Genre, si demain, je ne combats pas, je m'en fous. Genre, je dois te contre à personne. Genre, vraiment, je fais ce que j'ai envie de faire. Et si demain, j'ai envie de faire 50 combats, bah, je fais 50 combats, tu vois. Je suis un peu dans cette logique-là et ça me fait quand même du bien, tu vois. Comment il est ton rapport au sport depuis que tu as arrêté de vouloir faire de la compétition? C'est que, en fait, je pense que j'étais vraiment dans le sport performance tout le temps, tu vois. En mode, ok, je gagne, je suis fort, je perds, je suis nul. Tous mes enchaînements, il fallait qu'ils soient le plus parfait possible, il fallait que je monte mon cardio le plus loin possible, il fallait que je trouve les coups les plus vite possible. Enfin, tu vois, j'étais toujours dans cette logique-là. Et je pense que le fait de ben, un peu avoir lâché la pression des combats, paradoxalement, ça m'a fait level up. J'ai pu ben, me reposer un petit peu davantage, avoir une boxe qui soit plus libérée aussi, moins crispée, moins tendue, genre moins toujours chercher le KO et tout ça. Aux échecs, pareil. Donc je pense que ça m'a fait évoluer dans la pratique de mon sport et que après j'ai gardé forcément cette discipline parce que bah, je gardais toujours dans un coin de ma tête. Déjà dans tous les cas c'était hors de question que je m'arrête sur une défaite. Tu vois, alors c'est vraiment pas ma mentalité et mon idole, tu vois. Donc dans tous les cas je savais que j'allais recombattre un jour et j'étais toujours passionné par ça, tu vois. Donc petit à petit, bah, même si au début j'ai un peu varié, tu vois, j'ai pas recommencé la boxe direct. Tu vois, j'ai fait par exemple des futsal, j'allais courir, je partais nager, je faisais de la muscu, tu sais, j'ai un peu changé au début. Et là, je commence vraiment à kiffer ça, tu vois. Donc j'avais justement un je me suis préparé pour un combat de boxe anglaise en début d'année. Donc pareil, tu vois, j'étais en mode, ok, ben, je reprends petit à petit parce que ça me fait kiffer. Et comme la backup avec l'Isrim, effectivement, avec Kevin, voilà, pour la partie échec, bah, ça, je l'ai refait à chaque fois et j'ai kiffé de ouf, quoi. Et justement, je pense que c'est un thème qui est assez sensible pour les sportifs de haut niveau, c'est la peur de l'échec et le traumatisme que ça peut être de perdre. Est-ce que tu penses que c'est pareil dans tous les sports ou est-ce que dans le chessboxing, c'est encore plus violent? Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ressentent ça. Et pas forcément en chessboxing, ça peut être vraiment dans n'importe quel sport, quoi. Vraiment la peur de l'échec et être trop dans ce sport performance, je pense que c'est nocif et ça empêche l'athlète de s'exprimer pleinement. Et toi, tu as réussi à sortir de ça grâce à cette défaite et en travaillant sur toi. J'espère. Après, je te dis ça, mais autant mon prochain combat, je vais être complètement parano, je vais pas dormir, je vais être en mode ok, il faut absolument que je gagne, absolument que je gagne. Mais ouais, j'ai fait quand même beaucoup de travail avec mon préparateur mental, ma psy aussi, pour justement ouais, un peu bah, grandir et me nourrir de ça et aborder les choses un petit peu différemment, quoi. Et donc, du coup, tu dirais que tu as quand même des objectifs chessboxing dans les prochaines années ou vraiment tu te mets aucune étape particulière, enfin vraiment tu laisses le temps te donner les réponses. Ouais, plutôt, je me laisse le temps, tu vois. J'ai pas vraiment d'objectif particulier à ce niveau-là. Je sais que, voilà, le chessboxing, c'est un sport qui est fait pour moi. Tu vois, j'étais destiné à être le meilleur dans cette discipline. J'en suis convaincu. Et ça restera toujours ma passion, tu vois, quoi qu'il arrive. Je sais que si j'ai la chance de vivre âgé, ben, je parlerai toujours du chatboxing avec passion, tu vois. Ça me quittera jamais. Ça, j'en suis convaincu. Après, on verra effectivement si je m'arrête à 15 ou 50 combats, tu vois. Je sais pas encore. On était en Arménie donc la semaine dernière avec l'équipe de France pour les sixièmes championnats du monde de chessboxing. Donc toi, tu étais coach chessboxing, un peu mentor pour les combattants et notamment pour les nouveaux. Tu disais tout à l'heure que justement cette année, ça t'avait un petit peu donné quand même le sentiment de te dire je devrais être sur le ring. Ouais, j'ai adoré l'expérience en tant que ouais, coach et donner de la force aux gars, tu vois. J'ai kiffé. Mais comparé par exemple à l'Italie, l'année dernière, où vraiment j'étais très content de coacher et d'être mentor à 100%, tu vois, d'être dédié à ça, j'avais vraiment zéro envie d'aller sur le ring. J'étais très bien là où j'étais et avec le rôle que j'avais. Là, cette année, j'étais super content, mais il y avait quand même une partie de moi qui me disait, j'ai quand même envie d'aller sur le ring, tu vois. Donc c'est voilà, par exemple ce genre de petits signaux qui me disent que ouais, potentiellement, voilà, j'ai envie de reprendre et c'est pour ça que là, voilà, je fais vraiment aussi un gros check-up médical en ce moment. Enfin, j'ai passé IRM, j'ai vu l'ostéo, je vais aller voir 2 neurologues aussi, faire tous les examens du cerveau. Et en gros, si je vois que mon cerveau est en bonne santé, je pense que je reprends à fond. Et le niveau cette année, tu as trouvé que c'était comment? Donc, gros niveau, franchement, gros niveau, ça fait plaisir. Le niveau continue à augmenter, il y a de plus en plus de pratiquants, et de plus en plus aussi je pense, de rivalité qui se crée aussi, et donc les gens ont envie de se dépasser aussi. Donc, ouais, je trouve que le niveau était vraiment ouf, et particulièrement pour la France. Franchement, je trouve qu'on a fait des championnats mais de fous furieux, et mais tous les mecs, ils étaient ultra chauds, quoi. Donc, franchement, ça fait plaisir, et j'espère que c'est que le début, quoi. Et en dehors des combats, comment tu vois, toi, ta place dans le chessboxing pour les 20 ou 30 prochaines années? Qu'est-ce que tu as envie de faire, je veux dire? La partie coaching et accompagnement,
je kiffe. La partie aussi, tu vois, lors des IFC, peut-être commenter les IFC aussi, ça, j'ai adoré le faire. Et si je peux aider au maximum au développement du sport, enfin, je le ferai toute ma vie, quoi. C'est avec passion, avec plaisir. Et tu vois, genre, créer des clubs, aller à la rencontre des chessboxers, leur permettre de combattre, de structurer, enfin, franchement, enfin, ça me fait kiffer, quoi. Comme tu l'as dit, que ce soit dans ton métier ou dans le chessboxing, le coaching, l'accompagnement, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à des chessboxers qui commencent ou à des personnes qui ont un bon niveau dans l'un ou dans l'autre ou dans aucun des deux? La première chose pour faire, enfin, la première chose pour progresser en chessboxing, déjà, ce serait de rejoindre bah, soit un club de chessboxing si vous en avez un proche de chez vous, et sinon un club de boxe anglaise et un club d'échecs. Vraiment, c'est la base. Prendre des cours et s'entraîner dur. Juste ça. S'entraîner dur et de façon régulière, même quand on n'a pas forcément la motivation, même quand on n'a pas forcément l'envie, à juste le faire. Être vraiment dans l'action. Il y a pas de recette miracle, tu vois, pour être champion de quelque chose. En fait, c'est pas comme si c'était une formule magique qui était cachée ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, c'est très simple. Tu veux être bon en boxe, en fait, tu prends des cours, tu fais des sparring, tu fais des combats. C'est aussi simple que ça. Tu fais être bon aux échecs, bah, tu prends des cours, tu fais des tactiques, tu fais tes finales, tu fais ta stratégie, tu fais ta théorie et tu progresses aussi, quoi. C'est pas comme si c'était un truc de fou. Et par contre, c'est bien justement d'avoir des coachs, des mentors qui t'accompagnent, qui peuvent te donner ok, tes axes de progression. Et aussi, là, je prends l'exemple des gars en Arménie. En fait, je sais très bien ce qu'ils ressentent. Déjà, j'étais là, mais enfin, tellement de fois, je sais très bien la pression qu'ils peuvent avoir avant les combats, en fonction du mec qu'ils vont affronter. Si les mecs ils prennent des mecs qui ont 100 combats en anglaise, je sais ce que c'est. Donc, je sais dans quel état tu peux être. Pareil, si le mec il est trop fort aux échecs, et que tu es obligé de le mettre KO, pareil. Donc c'est plus un peu ce transfert d'émotion que j'ai vécu et je pense que chaque personne est différente après, chaque personne va réagir différemment, mais ça reste bien d'être en équipe justement pour pouvoir en parler. S'entourer, il y a des gens avec qui on aura plus ou moins de feeling et ouais, donc ça c'est important aussi de s'entourer des meilleurs. C'est tout court, mais je dis voilà, si vous voulez être champion de chessboxing, bah, entourez-vous de bons chessboxers quoi. Si vous voulez le millionnaire, bah, entourez-vous des mecs qui ont réussi. C'est évident, mais ça marche bien quoi. Et j'ai une dernière question, Thomas. Qu'est-ce que tu dirais au jeune homme de 18 ans que tu étais, qui savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie? Je lui dirais que ça va bien se passer, qu'il faut continuer à travailler dur, s'entraîner dur et que ça va payer. Même si là, tu le vois pas forcément quand tu es à l'internat du Oda en train de galérer, mais que ouais, si tu continues comme ça va payer. Merci, Thomas. Merci beaucoup, Mona.